Toujours pareil, avant une interview, je dis beaucoup de bêtises, ça me détend, ça te détend. Bonjour, nous sommes toujours en direct de la Fabrique du Changement 2016 pour changer les choses avec des bouquets de roses. Donc je suis à côté de Vincent Cespedes. Bonjour. Bonjour. Tu habites où toi ? J'habite à Paris. Et qu'est-ce que tu penses de la terre nantaise ? J'aime beaucoup, j'y vais souvent, je suis invité souvent et donc c'est un grand plaisir, un grand bonheur. Voilà. Et pourquoi tu as accepté de venir à la Fabrique du Changement cette année ? Alors j'ai accepté, c'était assez simple, c'est très inspirant, il y a plein de tentatives. Là à côté de nous, il y a quelqu'un qui se fait masser, moi j'adore ça. J'adore ce joyeux bordel d'inspiration et puis de propositions en tout genre, ce foisonnement d'idées, d'initiatives. Moi ça m'inspire et ça me donne un peu de la matière aussi pour mes prochaines réflexions. Voilà. Et toi, tes réflexions, quelles sont tes réflexions ? C'est une vaste question, hein, je sais, mais ça te laisse carte blanche. Alors, mes réflexions en ce moment, elles portent vraiment sur les valeurs humaines. Et puis, il y a trois fronts. Il y a les conférences, c'est toujours ça. J'ai écrit un livre sur l'ambition, il était question de valeurs. L'ambition peut être détestable ou absolument magique en fonction des valeurs qui sont préconisées. Donc, conférences, les livres, bien sûr. Je suis en train d'écrire sur les valeurs humaines. C'est quelque chose qui est très à la mode, les valeurs, le changement des valeurs. Et en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais surtout, je développe ça sur un troisième support, pas conférence, pas livre, mais application smartphone, puisqu'on lance avec la structure que j'ai créée, Matkaline, la première application smartphone axiologique. Ça veut dire quoi l'axiologie ? C'est le système de valeurs. Et donc c'est une application qui vous donne votre propre système de valeurs. C'est la première fois qu'en 20 minutes, on va pouvoir avoir de façon assez objective une sorte de palmarès de ses propres valeurs, y compris les valeurs un peu qui font mal, compétition, égoïsme, etc. Ça fait partie du système. Et ça m'a pris quand même un an de travail, donc j'ai dû mettre un peu les livres de côté. Et je me suis investi dans cette aventure de créer une application véritablement qui aide à penser, à se penser soi-même. Donc c'est vraiment nouveau pour la philosophie en tout cas. Alors, quelles sont tes valeurs ? Révèle-nous. J'ai fait tellement de fois le test pour le tester en version bêta. Ça changeait pas trop ? Selon ton humeur ? Maintenant ça change plus. Maintenant on est arrivé à quelque chose d'assez stabilisé. Dans mes valeurs sympathiques, il y a la valeur d'inspiration, une logique d'inspiration, donc ça c'est bien. Et j'ai pas triché en faisant le test. On peut pas d'ailleurs contourner le test, même les créateurs ne peuvent pas parce que c'est un système interne nouveau. Par contre dans les valeurs un peu compliquées, il y a vraiment cette valeur d'autorité que j'essaie de travailler sur moi. Là j'essaie de quelque chose de vouloir imposer par l'autorité. Donc ça je suis toujours vigilant avec ça. Et je touche du bois et j'œuvre pour être plus dans la pédagogie que dans le côté c'est comme ça, c'est moi qui dis. Voilà. Mais ça c'est peut-être une dérive qu'ont beaucoup de philosophes. Mais comment on fait pour que ces tests soient vrais vu que c'est nous qui les faisons ? Comment forcément on veut se donner une image positive de nous, donc comment tu fais pour que ce soit le plus révélateur possible ? Et est-ce qu'on ne devrait pas le laisser faire par nos proches ? Et par nos pires ennemis. On n'a pas d'ennemis, bien sûr. Alors on l'a testé dans tous les sens. D'abord on ne peut pas savoir en fonction des réponses ce que ça va donner. C'est pas juste une réponse elle est super chouette et l'autre réponse elle est horrible. C'est beaucoup plus subtil que ça. Grosso modo on vous donne un thème et puis il y a des mots et vous devez cliquer sur les mots qui correspondent au thème pour vous. Et tu as raison, effectivement ce test on compte le faire dans pas mal d'ateliers sous toutes ses formes. Et il y aura aussi le fait que d'autres vont faire le test pour nous. Et ça donnera évidemment la vision qu'ont les autres de nos valeurs. Et donc c'est super intéressant. Le but n'est pas d'avoir une vérité sur soi par formule mathématique, même s'il y a un algorithme qui est énorme là-dedans. Le but est vraiment de susciter le débat, la discussion et la réflexion sur soi. Sauf que la plupart du temps, lorsqu'on dit vas-y, dis-moi tes valeurs, en général, on n'est pas objectif. C'est même l'endroit où on n'est pas objectif, c'est sous ses valeurs. Il y aura toujours, si vous interrogez des gens, je suis généreux, je suis trop généreux, même quel défaut, Eh bien non, là, il y a quelque chose d'objectif et c'est à partir de ce résultat objectif qu'on peut discuter, bien sûr. Et est-ce qu'après, tu fais du conseil en changement de valeur, non pas en changement de valeur, mais oui en progrès sur soi ? Non, je fais pas de conseils, je suis assez sollicité par des structures, par des personnes, mais non, je ne fais pas de conseils parce que le but pour moi, dans la philosophie, c'est de pousser le questionnement, c'est pas tellement de vendre des réponses. Alors bien sûr, dans mon questionnement, il y a des réponses, mais elles sont toujours temporaires et en instance d'être invalidées ou dépassées. Et puis la vraie raison surtout, c'est que je vous ai dit que je travaillais sur ma propre autorité et le but du jeu, c'est de dépasser ça. Quand on fait du conseil, on dit je sais, tu ne sais pas, je vais t'apprendre. C'est
c'est vraiment pour moi la posture anti-philosophique par excellence. Donc c'est pour ça d'ailleurs souvent je m'en prends un peu à un certain coaching qui consiste finalement à donner des recettes. Pour moi la philosophie doit donner des questions et il faut philosopher jusqu'à avoir peur de philosopher. Donc il faut aller dans les failles, là où ça fait mal, là où il y a de la plaie, là où ça brûle. Moi, j'aime bien philosopher et parfois on me regarde comme une hurluberlue. Comment tu fais, toi, face aux gens qui ne sont pas du tout philosophes? Même si je pense qu'on est tous philosophes au fond de nous, mais... C'est une très bonne question, parce que c'est la vraie question de ce que j'écris. J'écris 15 livres, dont des livres d'initiation, qui n'ont pas spécialement bien marché parce que j'étais encore sur un support un peu archaïque, le livre, etc. Aujourd'hui, j'ai trouvé, depuis quelques mois, je fais des agora vidéo en direct live sur Facebook. Des agora? Des agora vidéo, c'est-à-dire en fait c'est le live, le service de live vidéo Facebook qui est réservé à ceux qui ont la petite pastille bleue. Ah ben voilà, mais comment on a cette pastille? Parce que moi je voulais, mais j'aimerais bien savoir. Je sais pas, moi j'ai produit quelques livres, quelques conférences, et j'imagine que c'est ça. J'ai 50 000 abonnés, mais donc j'imagine que c'est ça. J'ai pas la pastille bleue chez Twitter, donc mais sur Facebook, ce service-là fait que je fais ce que j'appelle des balbutiements. J'ai nommé cet exercice comme ça, on balbutie. Ça permet de décomplexer les gens. Voilà, on devient tous balbutiants. Moi-même d'ailleurs, je balbutie. Et on en a quand même 35 qui ont été faits, c'est-à-dire 1 heure et demie de temps. Les gens donc questionnent en direct sous forme de questions ou font des remarques ou apportent des précisions. Moi je réponds en vidéo, ils répondent en texte et on voit le texte défiler et on philosophe ensemble. Et alors là vraiment c'est tout le monde, tous les publics, on a des jeunes, des moins jeunes et c'est la terre entière on a des gens à New York, on a des gens au Vietnam, à Hanoï et tout ça philosophe. T'as un traducteur pour chaque langue? T'as un traducteur vietnamien, Non, mais ils peuvent traduire entre eux. Il y a une sorte de communauté qui se crée, qui est assez spectaculaire. Et dans l'exercice dangereux du direct, où on peut froisser les susceptibilités. Hein, donc il faut aussi moi-même que je trouve le ton et la façon de faire pour apporter du contenu, apporter des vraies questions, faire avancer la philosophie sur ce support-là. J'ai cette prétention-là de faire avancer la philosophie tout en étant avec les gens. Et voilà, quelle que soit leur culture. Et je pense que ça décomplexe, ça c'est très important. Et ça donne envie. La gourmandise de la connaissance, c'est la définition même de la philo. Philo, c'est aimer. Sophie, c'est la connaissance. C'est vraiment être gourmand de connaissance. Donc ne pas l'avoir, mais vouloir l'avoir. Et ça, j'espère insuffler ça, en tout cas, à ceux qui me suivent dans les balbutiements sur ma page Facebook. Ou Sophie la girafe aussi, mais ça c'est une autre question. J'en ai perdu ma question. Voilà, la philosophie aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, entre celle que j'ai appris à l'école et celle d'aujourd'hui. La philosophie, en fait, dans les années, même en 68 et après, il y a eu une explosion philosophique. Vraiment, quand vous lisez tous les tracts, ça partait d'ailleurs des sciences humaines, hein, c'était des jeunes dans les sciences humaines, ils ont vraiment révolutionné la philosophie à tel point que de grands penseurs comme Gilles Deleuze ou Michel Foucault se disent que 68 a changé leur vision du monde sur la philosophie. On a vraiment des témoignages sur Gilles Deleuze qui a dit on ne pouvait plus philosopher après 68 ou avant 68. Depuis 68, le but, vous savez bien, est d'effacer, de liquider l'héritage de 68. Nicolas Sarkozy en parlait en 2007, il était hystérique sur l'idée que 68 ne doit plus jamais exister. Nuit debout qui arrive, à mon avis, doit lui donner de l'urticaire. Et donc on a voulu tuer la philosophie, on y est très très bien arrivé. C'est-à-dire que cette philosophie vivante, politique, ancrée, portée par la jeunesse, où il s'agissait de révolutionner le monde, sortir du capitalisme, sortir de la bureaucratie, inventer de nouvelles pratiques comme on le fait à la Fabrique du Changement, eh bien ça a été complètement tué par une classe bourgeoise qui a fait de la philosophie de salon bourgeoise. Et quand vous voyez maintenant les cafés philo, voilà, les cafés philo encore c'était populaire, on se frottait un peu au peuple. Maintenant ça se fait à la télé et c'est les bons petits fils de bourgeois qui donnent de la philosophie bourgeoise à tout le monde. C'est une horreur. C'est-à-dire je sais, bas peuple, vous ne savez pas, je vais vous donner au peuple, je vais vous donner du Nietzsche, du Kant, etc. C'était pas ça en 68, on s'en foutait complètement de Nietzsche et de Kant. Ça pouvait nourrir la réflexion, mais le but était de produire des choses du temps et d'utiliser des pensées du temps présent. Les enjeux aujourd'hui, les enjeux sur l'écologie, les enjeux sur une entreprise un peu plus libérée qui arrête de multiplier les burn-out et les stress, tous ces enjeux-là, c'est pas Nietzsche qui va y répondre. Et donc on donne, et Philosophie Magazine est un peu le symbole de ça, une sorte de philosophie, une histoire de la philosophie lyophilisée, en disant bouffe du Nietzsche, bouffe du Spinoza, il t'ira mieux dans la vie. C'est totalement faux. C'est totalement faux, je m'inscris en faux, c'est de l'anti-philosophie, et ça humilie en fait les gens qui ne peuvent pas maîtriser un système comme Spinoza, juste parce qu'ils lisent des petits résumés dans des fiches techniques. La philosophie, c'est un acte qu'il faut faire, pratiquer soi-même. Tous les grands philosophes le disent.
entreprise. Et on n'apprend pas la philosophie, on apprend à philosopher. Et donc je pense que Nuit debout, lorsqu'il y aura une dimension encore plus philosophique dans ce genre de mouvement, va apporter un souffle nouveau à la philosophie. D'ailleurs, j'ai été invité à Nuit debout Paris avec Edgar Morin, on était les deux, c'était une chouette rencontre, et c'est pas pour rien. Et il s'agit, parce que Edgar Morin, c'est quelqu'un qui ne donne pas des leçons, hein, il n'est pas dans l'autorité, il donne à penser, il donne du grain à moudre. Et donc voilà, donc la philosophie aujourd'hui, en 2016, elle en a ras-le-bol de cet embourgeoisement par l'université et par les maîtres à penser, et elle veut être dans la rue, et elle veut prendre racine dans la rue. La philosophie naît dans la rue, et sa destination, c'est la rue, c'est-à-dire des gens qui veulent la liberté et qui veulent sortir des obscurantismes. Ça se déclare pas par des institutions, et certainement pas par un univers bourgeois. La bourgeoisie ne veut pas changer, la bourgeoisie ne veut pas le changement, elle veut l'adaptation, et donc la philosophie est d'essence anti-bourgeoise, même quand c'est des bourgeois qui portent la philosophie. Marx était assez bourgeois finalement. Le contenu ne peut jamais être, pourvu que ça dure, pourvu que ça reste comme, pourvu que ça ne change pas. La philosophie est la matrice même du changement. Dans la fabrique du changement, la première arme du changement, c'est la philosophie pratiquée. Merci. Et juste un dernier mot, la magie et toi, tu as utilisé le mot magiquement, ça me faisait marrer. Enfin, je trouve ça chouette. La magie, pour conclure. Ouais, la magie, c'est le verbe. La magie, c'est le verbe. On a oublié la puissance performative des mots. Performative, ça veut dire que lorsque je parle, j'agis. C'est Austin, un philosophe du langage, qui a dit justement dire, c'est faire. Quand vous dites oui à un mariage, bah, vous êtes marié. C'est concret. Le oui, c'est pas juste une déclaration, ça vous marie. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on a une parole qui a de l'efficace comme ça dans les relations d'amour, les relations humaines. Dire, c'est faire. Et donc la magie, pour puissance incarnée du verbe, il faut pouvoir reprendre possession de notre langue intime. Or aujourd'hui, avec les PowerPoints, avec le jargon d'entreprise, avec le blabla sur le bonheur, le bonheurisme à tout craint, faut être heureux, etc., on a perdu la puissance du verbe, on a perdu ce que tu pratiquais quand tu nous as présenté, c'est-à-dire une sorte de slam complètement déjanté, où tout d'un coup, ça nous aligne beaucoup mieux que tous les massages du monde. Tout d'un coup, il faut redevenir poétique, nous sommes des êtres fondamentalement poétiques, et la meilleure résistance pour sortir des bureaucraties qu'on a dans la tête et des ghettos mentaux, c'est de poétiser le monde. Il faut qu'on fasse tous du slam et qu'on retrouve cette démiurgie par le verbe. Voilà la magie, et elle est collective et elle est aussi dans la rue. Merci beaucoup Vincent Cespedes. Merci.